Bonjour à tous et merci d'être là ce matin. Merci à tous d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cette petite conférence est organisée en collaboration avec le CE U4 puis le Club entrepreneur du CEP de Chicoutimi. Donc également aujourd'hui, on a la chance de recevoir une entrepreneure dont on ne parle plus, parce que là, j'ai pris le temps quand même de regarder un petit peu ses réseaux sociaux. Puis si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez déjà croisé, c'est sûrement un visage que vous remarquez quelque part. Donc, je vais quand même laisser le soin directement à Annick la chance de se présenter par elle-même, puis elle va vous dire un petit peu qui elle est. Parfait. Salut tout le monde! Prenez le temps de vous asseoir, ceux qui viennent d'arriver. Et puis ceux que je vois pas, là, vous pouvez aussi vous tasser par là. C'est le fun de vous voir la face. Oui, c'est ça, soit par là ou par là. Génial. Merci d'être présent. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun pour moi parce que j'ai beaucoup de gens, moi, que je me suis inspirée dans la vie. Puis c'est un beau don de soi. Alors, je suis heureuse d'être ici puis de partager. Je vous avertis, je ne vais pas toujours parler avec les mots parfaits. Mais dans le fond, je vous promets de l'authenticité à 100%. Fait que gênez-vous pas aussi si des fois vous avez des questions ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de questions tabou pour moi. C'est important qu'on puisse parler avec toute authenticité. Donc, oui, je suis Annick Lachance-Gravel, présidente directrice générale de chez Lachance Gravel. C'est très recherché comme nom. Hein? Je vais te suivre là, dans les questions. Fait que on apprendra à me découvrir au fur et à mesure. Et juste à main levée, y a des gens qui me connaissent déjà? OK, cool. C'est bien ce que je disais, vous êtes populaire. C'est ça. Mais non, ce que je voulais vous demander déjà, c'est qui Annick Lachance-Gravel? Je voulais que vous nous parliez un petit peu de votre parcours académique, un petit peu avant qu'on rentre dans le parcours professionnel. Comment est-ce que tout ça a commencé, dans le fond? Parfait. Alors, je vous annonce que tous ceux qui sont assis là ont déjà un plus grand parcours académique que moi. En fait, c'est ça, Annick, c'est une petite fille bien dynamique depuis toujours, qui a l'entrepreneuriat probablement depuis toujours. Par contre, honnêtement, pour moi, l'école, c'était difficile, là, avec toute transparence. J'avais une belle tendance à vouloir toujours questionner pourquoi, puis ça allait pas assez vite. J'ai un beau TDAH, je suis dyslexique, donc 2 diagnostics importants. Qui, à l'époque, était moins populaire. On en parlait beaucoup moins de ces diagnostics-là. Donc, pour moi, l'école, c'était difficile parce que ça allait pas assez vite, c'était emmerdant, ça nourrissait pas mon besoin que ça soit rapide, etc. Donc, j'ai fait jusqu'en secondaire 4. J'ai doublé le secondaire 3. Mais j'ai continué quand même jusqu'au secondaire 4. Et là, j'ai arrêté et finalement, je suis allée faire un cours en confection sur mesure et retouche. Donc, je suis couturière de métier. Aucune bonne raison pour laquelle je suis couturière. C'est juste parce que c'était le cours qui était disponible au moment où est-ce que je me suis inscrite. Puis, j'ai fait finalement mon DEP en même temps de faire mon secondaire 5, en même temps de partir de chez mes parents, en même temps que de contribuer à acheter une maison. Fait que finalement, j'étais bien quand je faisais tout en même temps. C'était plus simple pour moi. Oui, c'est ça. Fait que j'ai travaillé là-dedans, en fait, là, pendant un certain temps. Mais dans les travails que j'avais, j'upgradais vraiment rapidement de poste. Parce que, bon, j'étais assis en train de coudre, puis tout ce que je voyais je travaillais dans une buanderie industrielle, mais tu sais, je voyais toute la ligne de production, puis là, j'étais en train de dire, hey, si on ferait ça, ça serait mieux, si on ferait ça. Fait que j'étais très créative et participante. Fait que ça m'a quand même amenée à 21 ans à être directrice de la production dans l'usine dans laquelle je travaillais. Donc, sans nécessairement de formation académique à ce moment-là. Honnêtement, c'est quelque chose de très inspirant parce que de là, on comprend que c'est pas forcément l'étude qui fait en sorte qu'une personne crée une business ou quoi que ce soit. Mais j'ai également lu quelque part que vous aviez eu un diplôme, quelque chose comme ça, entrepreneurship à la Beauce. Oui, absolument. Oui. En fait, quand j'ai décidé de reprendre l'entreprise à papa, j'ai fait un petit cours qui est lancement d'une entreprise pour au moins savoir les termes de base parce que j'avais aucune idée c'était quoi les termes de base à ce moment-là. Donc, j'ai fait cette formation-là qui dure environ 3 mois. J'ai parti en affaires. Puis c'est en 2021 que je me suis inscrite finalement. Donc, quasiment, j'ai parti en 2014. Donc, plusieurs années plus tard, finalement, j'ai décidé de m'inscrire à l'école d'entrepreneurship de Beauce parce que là, je voulais aller vraiment plus loin dans mon démarchage. Je voulais aller chercher plus de formation vraiment au niveau de l'entrepreneuriat pour amener à un autre niveau parce que, tu sais, on est tous capables de partir en affaires, mais des fois, on veut vraiment que ça aille plus loin. Donc, j'ai été allée faire le programme. C'est une école privée, là, en fait. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est l'école. J'allais rebondir là-dessus parce que c'est sûrement quelque chose qui parle à beaucoup d'entre nous ici. Je connais beaucoup personnellement. Je recommande fortement. D'ailleurs, maintenant, je siège sur le CA de l'école d'entrepreneurship de Beauce. OK. C'est un parcours quand
quand même important pour moi dans mon histoire. OK, puis ils te délivrent comme un diplôme ou quelque chose comme ça, ou c'est juste une certification? Oui, c'est un diplôme, mais je pense pas qu'il y ait de reconnaissance officielle, mais c'est très reconnu dans le milieu des affaires. Donc, je sais pas si c'est reconnu par le gouvernement nécessairement, ou bien dans les commissions scolaires, mais dans le milieu des affaires, avoir ce diplôme-là, premièrement, c'est quand même très onéreux. Donc, quand on s'investit, ça veut dire qu'on est très sérieux dans nos démarches parce qu'on n'investit pas autant d'argent si on n'est pas sérieux. Évidemment. Absolument. Mais c'est surtout c'est que le parcours est vraiment, il est vraiment reconnu pour être de très, très haut niveau. Donc, il y a des 24 heures, il y a différentes choses. Moi, j'ai fait le parcours élite qui a duré 2 ans et demi. Donc, c'est ça. C'est très. Parfait. C'est à noter, on va garder ça quelque part. Oui, je le souhaite vraiment. Ouais, si vous voulez repousser vos limites, mais il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. Mais c'est pas dans la zone de confort qu'on évolue anyway. Là. Effectivement. Non. Donc là, on va vraiment un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Je voulais que vous nous parliez un petit peu de votre entreprise. C'est quoi que vous faites? C'est combien d'employés vous avez? Que vous décriviez un petit peu l'entreprise. Oui, absolument. Bien, en fait, la Chance Gravel, c'est une entreprise d'entretien ménager commercial et industriel principalement. Donc, c'est ça. C'est à moitié une relève d'entreprise, puis c'est à moitié une fondation. Je ne sais jamais, je suis vraiment dans quelle catégorie, honnêtement, parce que mon père avait l'entreprise que ça s'appelait Conciergerie AL depuis 1996. Donc, j'avais 6 ans. Je viens de dire mon âge pour ceux qui savent calculer. Donc, en 96, mes parents avaient démarré ça parce qu'en fait, il y avait peur de perdre leur emploi. Là. À l'époque, c'était un peu difficile. Puis l'endroit où est-ce que papa travaillait, c'était proposé que ça allait probablement fermer. Donc, il avait ouvert cette entreprise-là pour avoir un revenu d'appoint puis pouvoir nous aider financièrement là, pour nos besoins là, pour ses enfants. Finalement, ça n'a jamais fermé parce qu'il travaille. Fait qu'il a maintenu l'entreprise pendant 18 ans en travaillant de soir en surplus de son travail de jour. Donc, comme travailleur autonome. Puis, tu sais, c'est drôle parce que souvent, je demande aux gens, tu sais, mon père, c'était-tu un grand entrepreneur? Puis, pour moi, c'était un grand entrepreneur parce qu'il avait ses limites, puis il était bien dans ces limites-là, puis il les a respectées. Fait que pour lui, c'était pas important d'avoir le chiffre d'affaires, c'était juste d'être confortable, puis d'amener qu'est-ce qu'il voulait pour sa famille. Effectivement. Oui, mais c'est ça. Fait que j'ai grandi là-dedans parce qu'à l'époque, on avait le droit d'aller travailler avec nos parents, fait qu'il m'emmenait travailler avec lui. Ça sent que vous avez de cette passion-là, ça sent que vous avez grandi là-dedans. Puis, on n'a pas vraiment parlé un petit peu de vos employés. Combien d'employés vous avez à peu près dans votre entreprise? En ce moment, on est 150 chez nous. Oui, mais on a commencé en 2014 à 0 parce qu'en fait, tu sais, papa était travailleur autonome, donc il était seul. Puis j'ai embauché, en fait, mon premier employé, c'est papa. Puis mon deuxième employé, c'est maman. Mais maintenant, on est 150. Fait quand même une croissance assez importante là, au cours des dernières années. Tantôt, moi, j'ai eu la chance, par exemple, de rencontrer un de vos partenaires, Frédéric, qui est là. Mais est-ce que vous avez d'autres partenaires en entreprise, d'autres personnes qui vous accompagnent dans la gestion ou quelque chose comme ça? Oui, absolument. Beaucoup de fournisseurs, évidemment, dans différentes sphères de l'entreprise, mais principalement, moi, j'ai mis en place un comité consultatif. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est, un comité aviseur. Oui, je l'avais appris, il regarde son prof, tu sais. En fait, moi, j'ai 4 externes selon les objectifs qu'on a. Dans le fond, j'ai choisi 4 personnes qui sont vraiment très, très bons dans ces sphères-là. Puis, ils viennent contribuer. Donc, à chaque trimestre, on a des rencontres. Ils évaluent tous nos résultats financiers, l'enlignement de nos stratégies, qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Puis eux, c'est vraiment des externes dans l'entreprise. Donc, c'est des gens qui sont en business, mais dans d'autres univers complètement. Puis ils viennent me challenger. Fait que c'est très agréable. C'est challengeant, évidemment. Se faire challenger, c'est challengeant, mais c'est très payant, honnêtement, d'avoir des externes. Parce que des fois, quand on est trop souvent dans notre... Tu sais, on est dans notre business au quotidien, là. Fait que, tu sais, on voit ce qu'on voit, mais tu sais, des fois, il faut vraiment sortir et avoir des avis externes. Donc, évidemment, le comité consultatif, pour moi, ça m'apporte. On est trop dans le truc, finalement. Il y a des aspects qu'on peut manquer ou tout ça. Là. Absolument, oui. Puis, il y avait également autre chose que je voulais comprendre, c'est quoi la structure à peu près de l'entreprise? Quel style de structure? Est-ce que c'est vraiment hiérarchisé? Parce qu'une fois, j'ai quand même eu la chance d'interviewer quelqu'un qui faisait à peu près dans le même domaine que vous, puis il avait choisi une toute autre structure d'entreprise. Puis vous, c'est quoi que vous avez choisi comme structure? En fait, côté hiérarchique, dans le fond, nous, on a un organigramme inversé. Donc, c'est le même principe qu'un organigramme standard, c'est juste que les employés sont au top, puis dans le fond, moi, je suis au plus bas. C'est un choix personnel, honnêtement, de travailler avec un organigramme inversé. C'est parce que moi, je pense que
chaque personne doit élever la personne. Au lieu de dire « je suis sous la direction de », c'est vraiment un... Puis tu sais, c'est niaiseux, mais le choix des mots a vraiment un impact important, en fait, sur le résultat que ça va donner. Fait que tu sais, quand au quotidien, tu répètes que tu es là pour supporter, bien les gens ont vraiment ce sentiment-là puissant qui les envahit. Mais si on est en train de dire « tu es sous la direction de », bien tu sais, à force de répéter ces mots-là, bien ça fait vraiment sentir qu'ils sont sous, donc qui sont inférieurs. Donc, le choix des mots, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi et qui l'est encore énormément aujourd'hui. Je comprends tout à fait ce que vous dites, Annick, mais est-ce que c'est pas un petit peu utopique, entre guillemets, parce que de toute façon, est-ce que c'est vous qui prenez les décisions? Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans les détails de ce que vous voulez dire par structure inversée? Oui, en fait, oui et non. Ça prend quelqu'un qui tranche, c'est certain, parce que, bon, si personne tranche, ça ira pas. On fait des stratégies, on fait des propositions, on propose qu'est-ce qu'on va faire. On fait voter les gens, on fait participer les gens. On fait des comités. Donc, il y a des comités dans différents secteurs de l'entreprise où ce que les gens peuvent vraiment contribuer, apporter leurs idées. Puis c'est sûr qu'au bout de la ligne, ça prend quelqu'un qui tranche pour que l'ensemble de l'entreprise fonctionne bien, parce qu'il n'y a pas juste le département des ressources humaines, il n'y a pas juste les finances, il n'y a pas juste les opérations, il n'y a pas juste les RH. Bien, ça prend quand même quelqu'un qui a la vue de tous ces départements-là pour que, justement, ça puisse faire un ensemble qui est conforme. Exact. Mais tu sais, c'est d'impliquer puis d'écouter. Tout simplement. Puis oui, c'est une utopie, littéralement. Mais moi, quand je suis partie en affaires, j'avais pas le background précis des affaires, puis je trouvais que c'était un avantage pour moi. Parce que je voyais les choses différemment, puis je trouve que de génération en génération, les choses changent. Puis j'avais envie d'être un agent de changement. Puis pour être un agent de changement, il faut oser. Je comprends tout à fait. Mais je vais rebondir encore là-dessus. Est-ce que ce système-là, justement, par rapport au système de gestion qu'on peut dire classique, qu'on peut considérer de classique, est-ce que pour vous, il y a, hormis vraiment l'avantage que vous parliez de la valeur des mots, sur vraiment l'estime que vous donnez à vos employés en utilisant ce système-là, est-ce qu'il y a une valeur pratique que vous obtenez grâce à ce système-là? Est-ce qu'il y a une valeur peut-être financière, entre guillemets, aussi que vous obtenez? Oui, absolument, parce que, tu sais, tout est dans tout. Là, parce que... quand tu traites bien tes gens sont impliqués, bien, ils restent. Quand ils restent, bien, tu sais, tu fais une meilleure qualité. Quand tu as une meilleure qualité, tu as plus de clients. Plus que tu as de clients, plus tu as de références. Plus tu as de références, plus ton entreprise la développe. Les frais de formation à changer le personnel, c'est extrêmement coûteux. Fait que, tu sais, tout ça a un impact financier important, là, parce que le développement d'entreprise s'est passé grâce à ça. Tu sais, on ne peut pas passer de 0 employé à 150 employés. Tout simplement en faisant ce qu'on fait tout le temps. Là, fait que l'impact financier est là parce qu'évidemment qu'il y a des clients pour 150 employés. Justement, votre réponse, ça me fait aboutir à ma prochaine question. Le côté estime, ça me permet justement de vous demander c'est quoi les valeurs que vous mettez dans votre entreprise. Évidemment, il y a ça, ce petit côté d'estime de l'employé puis tout, mais c'est quoi les autres valeurs que vous mettez en avant dans votre entreprise? En fait, on a 4 valeurs qui sont détaillées vraiment en détail. La première, c'est « ose ». On veut vraiment inciter les gens à oser. Les bonnes idées viennent de tout le monde. Là. Tout le monde. Donc, on veut vraiment que les gens s'impliquent. On a joué en équipe parce que, bon, on travaille pour le logo. Il y a des gens qui sont à la défense, donc au service au client. Il y a des gens qui sont à l'attaque. Il y a des gens... Fait que, on est vraiment dans le principe d'équipe. On a soit bien, soit excellent. Donc, le bien-être passe évidemment dans cette valeur-là énormément parce qu'on pense que si quelqu'un est bien, va nécessairement donner un bon travail. Absolument. Ben oui, c'est ça. Puis la dernière, que là, on dirait que j'essaie de réfléchir parce que là, je le dis, puis que... ça ne vient pas. J'ai ose, jouer en équipe. Être admirable, excuse. Sois admirable, c'est la première. Excusez-moi. Donc, c'est ça, c'est un peu la fierté dans tous les actes qu'on fait. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est admirable? T'sais? Aujourd'hui, je suis avec vous, puis je me suis posé la question, ça respecte-tu mes valeurs? Est-ce que je suis admirable? Puis être admirable, c'est être fier. C'est le don de soi, c'est de partager, c'est d'ouvrir la porte quand quelqu'un va passer, c'est de sourire à quelqu'un, même s'il arrive un peu plus tard, c'est de lui sourire, c'est d'être gentil. C'est que c'est les 4 valeurs qui sont principalement chez nous. Puis, tu sais, sont sur tous les chandails de tous nos employés. Okay. Donc, quand on enfile le chandail, au dos, tout le descriptif de qu'est-ce que ça veut dire est marqué. Fait que, tu sais, on fait pas juste le dire, il faut le vivre. Parce que des valeurs, ça vaut rien écrit sur un mur. Là. En tout cas, ce que vous venez de dire est très admirable. Merci. Honnêtement, c'est vraiment la première fois que je comprends toutes ces valeurs-là, puis c'est très original. Ça, c'est un compliment que je vous fais par rapport à votre entreprise. Mais il y a également autre chose qui me venait, parce que tantôt on en a parlé en off, là, mais je veux également que tout le monde le sache. Il y a quand même des activités que vous mettez en place en entreprise, justement, comme pour cultiver ces valeurs-là. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une ou deux activités? Oui, absolument. Mais j'ai croisé quelqu'un dans une équipe de soccer que je vois plus, là, qui est caché en arrière là. Oui, c'est ça. Et qui n'écoutait pas. C'est drôle. Salut, parle de toi.
Mais oui, c'est ça. Entre autres, on a une équipe de soccer, évidemment. Tu sais, comme je te mentionnais tantôt, chez nous, on représente 14 pays. Donc, ça prend quand même une belle grande ouverture. C'est une très grande richesse. C'est une très grande richesse qu'on a. Les échanges multiculturels, c'est un apport vraiment qui contribue à notre développement d'entreprise grandement. Donc, c'est ça. Fait que l'équipe de soccer en fait partie, mais on a beaucoup d'activités au courant de l'année. La cabane à sucre. Fait qu'il y a vraiment un comité qui s'occupe vraiment du loisir puis qu'on puisse s'entraider les uns les autres. Mais on a un gym qui est gratuit pour tout le monde. Je pourrais t'en nommer. Là. Les gens peuvent venir faire leurs études. Tous les employés peuvent faire leurs études, leurs travaux sur notre entreprise. Donc, on est ouvert. Fait qu'on fait beaucoup de travail avec nos étudiants. Fait que, c'est plein de... Je pense que, à mon avis, à moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme l'amour, tu sais. C'est pas une fois par année que tu es gentil à la Saint-Valentin, là, tu comprends? C'est des petits gestes au quotidien qui font une différence. Fait que, tu sais, je pense que quand on veut réellement prendre soin de son personnel, puis qu'on veut vraiment... Parce que prendre soin de son personnel, c'est le développement de l'entreprise. C'est le cœur. Surtout dans une entreprise de service où est-ce que le service, c'est nos humains, donc ils sont très, très, très importants. C'est chaque petit geste au quotidien va faire une différence. C'est pas toujours l'affaire extraordinaire que tu vas faire une fois par année, là. C'est comment tu vas traiter à chaque jour qui va faire une différence. Justement, est-ce que cette diversité culturelle qu'il y a dans votre entreprise au niveau de vos employés, vous avez parlé de 14 pays, quelque chose comme ça, est-ce que ça vous apporte au quotidien un défi au niveau peut-être sur la gestion des ressources humaines? Est-ce qu'il y a des défis particuliers que vous rencontrez avec ça, je voulais dire? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier parce que la population du Canada devient de plus en plus cosmopolite. Donc, pour la plupart des gestionnaires ou des entrepreneurs, c'est sûr que ça arrive. Là. Mais est-ce que de votre côté, justement, il y a des difficultés que ça apporte ou bien il y a des solutions? Ben oui, c'est sûr. Tu sais, je suis pas ici pour vous mentir puis vous dire qu'on vit dans un monde de licorne. Là. Absolument, ça apporte des difficultés, mais difficulté, tu sais, menace égale opportunité. Fait que tu sais, c'est une opportunité de pouvoir évoluer. On a un comité d'ailleurs, donc c'est d'impliquer nos gens parce que je suis qui moi pour savoir comment je dois gérer le multiculturel pendant que moi je suis chez nous. Là, tu sais, fait que je suis pas toujours la bonne personne pour être capable de prendre les meilleures décisions. Fait qu'on implique nos gens. Tu sais, puis quand on rencontre des situations qui sont différentes, parce qu'évidemment tout le monde a des tout le monde a des... Culturellement, c'est différent d'un endroit à l'autre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pose des questions, puis on n'hésite pas à les poser, puis on demande aux gens de nous aider là-dedans pour qu'on puisse ensemble trouver les meilleures solutions, puis on partage les défis. Fait que ça prend beaucoup d'ouverture puis de vulnérabilité comme employeur de dire j'ai un défi, pouvez-vous m'aider? Puis, mais les gens participent parce que tout le monde se sent bien quand on peut participer là, à l'amélioration. Tout le monde est gagnant. C'est tout à fait exact. Il faut demander de l'aide, en fait. Là. C'est normal, c'est normal. Puis après ça, ce que je voulais vous demander aussi, c'est est-ce qu'au quotidien, à part ça, qu'est-ce que vous avez comme autre défi, à part du côté des ressources humaines, en parlant vraiment de façon spécifique de votre entreprise, à vous, c'est quoi vous avez comme défi? Bien, en fait, les dernières années, là, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est difficile dernièrement, puis je pense que ça va l'être encore énormément. T'sais, on le voit en ce moment avec la crise géopolitique qu'on vit, qui a une incidence sur tout le monde au bout de la ligne. Donc, je pense que ce qui est le plus difficile actuellement, puis ce qui va être plus difficile pour les entrepreneurs dans les prochaines années, c'est toute l'incertitude. Ça prend... faut trouver une façon de bien gérer ce stress-là, parce qu'on ne peut plus s'appuyer sur des normes qui vont être ça pendant 20 ans. C'est vrai. Tout change, les choses changent vite, la technologie va vite, tout est comme sur l'accélérateur. Fait que nous, comme entrepreneurs, il faut qu'on soit vite. Il faut qu'on se revire de bord, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on s'entoure. Puis, tu sais, faut être beaucoup dans l'action. Puis, tu sais, ça, mettons, les premières années, on voyait moins ça. Ça a commencé, évidemment, avec la COVID. Mais, tu sais, les lois changeaient. Tu sais, on ouvrait notre télé, puis les règlements avaient changé, puis toute ta business ne pouvait plus être opérée de la même façon. Fait que, tu sais, puis ça, bien, ça persiste. Donc, tu sais, crise économique, c'est quand même assez important, ça a des conséquences. Donc, je pense que la plus grande difficulté, c'est de pas... Tu sais, c'est facile de gérer qu'est-ce qu'il y a dans ton organisation, mais là, tu es impacté par tout ce qui se passe alentour de l'organisation, mais il faut quand même que tu le gères. Fait que, tu sais, c'est une difficulté, honnêtement, qui est là actuellement. Là aussi, ça m'a comme donné deux autres questions. Là. Donc, la première, déjà, c'était au niveau de l'incertitude, comme on parlait tantôt, puis également de l'avancée technologique. Puis, ce que vous faites, comme on disait, c'est de la conciergerie pour l'entreprise ou bien dans le domaine industriel et tout ça. Est-ce que vous avez un petit peu peur, justement, parce qu'aujourd'hui, il y a des robots qui sont quand même capables de faire beaucoup d'affaires. Ouais. Puis, pour faire ça aussi, il y a sûrement des robots qui, d'ici quelques années, seront très, très efficaces dans ce domaine-là. Comment est-ce que vous voyez ça? De quel œil vous regardez ça? Bien, écoute,
on le voit avec une bonne œil, mais ça dépend où est-ce que tu te positionnes. Tu sais, as 2 choix. Soit tu suis le marché, soit tu es en avant du marché. On est les premiers qui ont rentré les robots auto-nettoyants. Absolument. Donc, faut garder une veille justement dans l'incertitude puis d'être au-devant de ce qui est en train de se passer parce que, tu sais, si tu attends que tout le monde le fasse pour le faire, ben il va être trop tard. Là. Fait que, tu sais, on était à Las Vegas l'année passée encore. On va voir qu'est-ce qui se passe dans le reste de la planète pour voir, ben en Europe, ça fait un petit bout que c'est commencé, donc on a apporté ça ici. On a la première entreprise d'entretien ménager au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a commencé à robotiser, puis on est la deuxième, on travaille tout le Québec en entier, fait qu'on est distributeur de robots maintenant au niveau du ménage. Donc, la réponse, c'est il va toujours avoir quelque chose qui va arriver, puis il va toujours quelque chose qui va dépasser, mais où tu veux être, tu sais, là, il y a une parade qui passe, là, puis là, on est tous dans le même métier, là, où tu vas être en arrière, tu vas être en avant. Fait que, tu sais, mais ça, c'est notre responsabilité d'entrepreneur de se positionner. Je comprends tout à fait. La deuxième question, justement, que je voulais vous poser, c'est parce que moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit quelquefois que lorsque le service qu'on offre est simple, la concurrence aussi devient plus compliquée dans le fond. Vous avez plus de concurrence lorsque votre service est assez simple. Donc, justement, dans votre cas, vu que ce que vous faites, je ne vais pas dire que je ne connais pas le métier, mais je suppose que ça doit être un petit peu, ça doit être simple ou bien compliqué, dépendamment des cas. Mais sûrement, est-ce que vous avez beaucoup de concurrence? Puis si oui, comment est-ce que vous vous démarquez de cette concurrence-là, justement? Oui, on a beaucoup de concurrence. Évidemment, parce que tu as raison. C'est quelque chose qui fait se faire. Je vais nommer qu'est-ce que tu veux pas dire. T'es gentil. T'es gentil, mais oui, c'est quelque chose quand même que, tu sais, demain matin, tu vas chercher ta licence puis tu peux être une entreprise d'entretien ménager. Donc, l'accessibilité à faire ce métier-là est très facile. Par contre, les difficultés viennent après. Tu sais. Fait que j'ai beaucoup de concurrence qui naissent. J'ai beaucoup de concurrence qui meurt. Fait que, tu sais, malheureusement, je dois avoir une compagnie d'entretien qui se développe au moins une fois par mois, puis je dois avoir une compagnie d'entretien qui ferme au moins une fois par mois. Donc, il y a la facilité de pouvoir le faire fait que c'est facile de pouvoir le faire. Mais de bien le faire, puis de pouvoir évoluer, puis de pouvoir vraiment passer au prochain niveau, c'est vraiment un autre univers. C'est très différent. Fait que je pense que moi, mon objectif à moi, bien, il y a 2 choix. Soit je me positionne vraiment pour être toujours meilleure, j'investis énormément en amélioration, ou l'option numéro 2, c'est que je vais faire des partenariats. Donc, ça arrive que je vais faire des partenariats avec des entreprises que je trouve qui ont bien du bon sens, puis que pour nous, bien, ça va bien, puis qu'on pourrait s'entraider ensemble. Donc, on va beaucoup travailler aussi avec des gens qui ont du sens, puis eux, ça leur permet de se démarrer. Donc, c'est une option aussi qu'on regarde régulièrement pour pouvoir travailler avec d'autres entreprises. Donc, ça arrive. Parfait. C'est justement, vous l'avez dit, j'ai essayé de contourner le truc, mais vous avez fini par le dire. Exactement. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Notre question que j'avais aussi pour vous, Annick, c'était tantôt, je vous l'ai dit que j'ai regardé un petit peu, j'ai fait mes devoirs, là, puis je suis tombé sur une vidéo quand même assez intéressante. Puis là-dedans, vous parliez, c'était une de vos clientes déjà qui vous disait qu'elle était surprise par le fait comment est-ce que vous commenciez à traiter justement avec votre clientèle, puis comme quoi vous avez envoyé 2 personnes dans son bureau justement alors qu'elle attendait juste un devis. Donc c'est ça que moi je disais, pourquoi avoir choisi ce positionnement-là? Est-ce que ça vous coûte pas peut-être plus cher ce genre de démarche par rapport aux entreprises qui le font pas? Puis pourquoi ce choix-là en fait? Oui, bien tu sais, encore une fois, c'est un peu le même principe comme tu parlais tantôt de la compétition. Tu sais, la compétition, on en a besoin parce que si tu n'as pas de compétition, ton entreprise, elle évoluera jamais. Mais quand tu as de la compétition puis que tu es en train de regarder toujours en arrière, bien là, tu es comme... faut que je fasse de quoi, là, tu sais. Fait que c'est un peu ces décisions-là. Si je fais comme les autres, fait que moi, en regardant beaucoup ce qui se passe au niveau du marché, je regarde qu'est-ce qu'ils font. Bien, si je fais la même affaire, pourquoi le client, il me choisirait? Si je fais la même chose que lui, c'est quoi mon avantage à moi? Pourquoi moi? Fait que, tu sais, c'est d'aller faire vivre une expérience qui va être complètement différente puis qui va amener le marché complètement ailleurs. Mais tu sais, c'est ça, je vois pas... Tu sais, cette personne-là, justement, je me rappelle la vidéo que tu parles, était comme, ah mon Dieu, OK, je suis donc bien importante, tu sais. Mais elle a vécu quelque chose qu'elle n'a pas vécu avec les autres. Tu sais, ça l'a fait venir 3... Tu sais, souvent, on se fait beaucoup comparer avec le prix. Tu sais, c'est un milieu où est-ce que c'est le prix qui compte. Donc, c'est sûr que s'il fait venir 2-3 soumissionnaires puis qu'il veut juste regarder le prix puis il vit pas d'expérience puis il n'y a pas d'explication de rien, bien, tu sais, il va choisir avec le prix, puis c'est tout. Mais nous, on veut se démarquer de ça, là. On parle justement de prix, là, puis c'est quelque chose, le côté financier, c'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu. J'espère que ça ne vous dérange pas qu'on en parle. Non, il n'y a pas de problème. Parfait. Parce que, vu le domaine dans lequel vous exercez, c'est pas... ce que je veux dire, c'est comme l'augmentation des prix, c'est un petit peu compliqué, vu le service que vous offrez, ça change relativement pas avec les années. Donc, peut-être vous donnez plus de services, peut-être pas, je ne le sais pas. Mais comment est-ce que vous faites comme pour engranger plus de revenus, sachant que
j'imagine avec d'autres contrats, là, mais avec le même client, est-ce qu'il y a une façon que vous utilisez comme pour engranger plus de revenus avec un client? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez chercher? Oui, bien, premièrement, ça l'augmente à chaque année, là, parce qu'il n'y a personne qui peut survivre avec une entreprise qui n'a jamais d'augmentation, parce que tout augmente alentour, donc c'est financièrement pas possible. Donc, l'objectif, c'est de trouver une entente avec le client qui est confortable avec l'augmentation, qui va permettre, tu sais, puis ton client, il veut pas que tu meurs, là. Il veut pas t'abuser, parce que si c'est un client qui veut t'abuser, tu le veux pas, ce client-là, de toute façon, là. Fait que, tu sais, des fois, il faut choisir aussi son client. Des fois, au début, on veut prendre tous les clients parce qu'on veut absolument avoir des ventes, mais tu sais, si le client, il est pas capable de te respecter, puis il sait que tout est en train d'augmenter, puis il veut pas ça fait 5 ans qu'il veut pas te donner $1 de plus, puis toi, il faut que tu augmentes tes employés, puis il veut le meilleur employé. Tu sais, c'est pas un client que tu veux avoir chez vous. Fait qu'il faut avoir aussi un peu ce courage-là de choisir avec qui on veut travailler. Puis moi, je dis, je les laisse aux autres. Là. J'en ai plein de compétiteurs. Ils prendront ces clients-là. Il n'y a pas de problème. Là. Mais tu sais, c'est correct. Moi, je respecte mon client. Je donne tout. Mais je veux être respectée en échange parce que c'est un partenariat qui est vice-versa. Mais évidemment que c'est sûr que c'est pas un domaine où est-ce que les gens aiment vraiment payer pour ça. Ils voient ça plus comme une douleur. Mais pourtant, tout le monde est un consommateur de propreté. C'est vrai. Tout le monde adore la propreté. Moi, je connais personne qui s'en va à l'hôtel puis qui dit « Ah, ma chambre était dégueulasse, c'était le fun. » Je connais personne qui va au restaurant puis qui dit « C'était pas propre, j'ai eu du plaisir. » Tu sais, je connais des gens qui veulent aller aux toilettes, ils revirent de bord parce qu'ils disent « Moi, je ne vais pas là, ça n'a pas de bon sens. » Tu sais. Fait qu'on est tous des grands consommateurs de propreté, mais malgré tout, il faut quand même faire reconnaître le métier. Parce que, bon, des anciennes compagnies ont accepté de se faire maltraiter. Mais je pense que c'est en se tenant ensemble, c'est pour ça que je valorise beaucoup les autres entreprises qui se lancent puis qui ont du bon sens. Au lieu de les voir comme des compétiteurs, je me dis qu'on aide à se faire reconnaître. Parce que tout le monde veut qu'on soit là. Tout le monde veut le résultat. Mais personne ne veut payer la facture. T'sais. Donc, tu sais, c'est en se tenant ensemble avec toutes les autres compagnies d'entretien de démontrer l'importance qu'on a puis quelle expérience positive on peut faire vivre, mais quelle expérience négative aussi on peut faire vivre, parce que quand on passe pas, on fait une toute autre expérience. Donc, tu sais, c'est important de se tenir ensemble puis de valoriser ce métier-là les uns les autres. Fait que, tu sais, le revenu va avec le bon travail, puis le client, il respecte, puis il sait que c'est agréable, puis ça fait qu'il y a une augmentation avec une croissance, puis c'est là que financièrement, ça devient intéressant. Il y a un autre thème que je voulais aussi qu'on aborde un petit peu, parce qu'il y a un mot, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, qui est directement lié à ça, c'est le stress. Ouais. Puis vous, en tant que chef d'entreprise, justement, je suppose que c'est quelque chose que vous devez avoir au quotidien. Là. Puis, comment est-ce que vous gérez ça? C'est quoi votre façon de gérer votre stress en tant que PDG? Bien, je te dirais qu'il y a une grosse évolution. C'est pas toujours parfait. Je pense qu'il y a un livre vraiment intéressant que je peux suggérer aux gens. Au début, il est un peu bizarre, là, il parle un peu spirituel, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais tu sais, comme aller au-delà de tout ça, mais c'est le livre Les 4 accords Toltec. Je ne sais pas si il y a des gens qui ont déjà lu ce livre-là. À relire à chaque année. Puis pour moi, c'est ce livre-là qui va parler de ma gestion de stress. Là-dedans, il y a un accord principalement qui est de ne pas prendre tout personnellement. Tu sais, l'entreprise, c'est l'entreprise. Annick Lachance-Gravel, c'est Annick Lachance-Gravel. C'est deux entités qui sont vraiment à part entière. Évidemment que toutes les bonnes pratiques qu'on se fait répéter tout le temps puis qu'on fait pas, mais tu sais, le sport, c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis moi, je l'ai vraiment pas fait pendant longtemps. Parce que je me disais, j'ai pas le temps, puis j'ai pas le temps, mais apprendre à prendre des pauses pour être beaucoup plus performant va grandement aider à prendre des meilleures décisions. Puis les meilleures décisions font moins d'erreurs font moins de stress. T'sais. Fait que tout ça est relié ensemble. Fait que je te dirais que la principale chose, c'est vraiment comme prendre des pauses. Puis c'est fou comme on est plus performant après. Fait que plus ça va mal, plus il faut que tu prennes une pause. Moi, je disais, moi, je prends pas de vacances. OK, je peux pas prendre de vacances, je peux vraiment pas. Bien, si tu peux vraiment pas prendre de vacances, c'est vraiment là qu'il faut que tu prennes des vacances. Parce que là, il faut que tu ailles réfléchir. Parce que si tu n'es pas capable de partir et tu n'es pas capable de sortir, c'est parce que là, ça va pas, là. Il faut qu'on fasse les choses différemment. Il faut que tu réfléchisses, il faut que tu sortes, il faut que tu regardes. Je disais tantôt à Marc, des fois, on voit pas parce que on voit pas on voit pas les arbres, on voit pas la forêt parce que les arbres me cachent. Dans le sens que, des fois, il faut juste que tu te recules pour voir l'ensemble et prendre une meilleure décision. Là. Okay. C'est vraiment ça que je voulais demander. Puis,
là, un petit peu, je vais rentrer dans un côté un petit peu plus personnel. Mais au niveau justement de la gestion de stress, tantôt on a parlé un petit peu, je demandais mes limites, là, mais c'est ça. Est-ce que sur le J'ai dit plan... qu'il n'y en avait pas, il faut que j'aie peur. Hein. C'est justement ça. Est-ce que pour cette gestion de stress, là, est-ce qu'il y a un aspect extérieur, vous voyez déjà de quoi je veux parler, est-ce qu'il y a des choix extérieurs qui peuvent comme vous permettre de mieux gérer? Je parle peut-être de choix personnels dans votre vie. Oui. Oui. Un peu où je m'en vais. Oui. Quand on se lance en affaires, souvent, on fait un plan. Okay? Puis dans le plan, là, ils vont vous dire ça va être qui ton persona de client, ça va être qui. Tu sais, puis là, tu analyses toutes ces affaires-là, mais il n'y a pas de partie qui te parle vraiment de ta vie personnelle. Puis c'est souvent oublié, puis c'est très, très, très important parce que quand on décide de partir en affaires, c'est qu'on se marie littéralement avec une entreprise. Puis c'est sûr que, tu sais, notre conjoint ou notre conjointe va être impacté systématiquement, financièrement, parce que, tu mets des choses en garantie. Ouais, la banque est là, tu sais. Donc, ça a un impact, oui, financier, mais au niveau du temps, justement, du stress qui va être partagé. Des fois, des déplacements, les horaires atypiques, c'est toutes des choses qui vont impacter. Puis souvent, on ne prend pas le temps de discuter avec notre conjoint. Ça y tente dessus, puis es-tu conscient dans quoi on s'embarque? Puis c'est-tu la bonne personne? Parce que ça peut énormément nuire au développement de l'entreprise parce que si le conjoint n'est pas bien là-dedans, il va le nommer, ça va causer des frictions, des chicanes. Les chicanes vont déteindre évidemment après ça sur l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Puis à l'inverse, quand on a le bon conjoint, c'est fou comment est-ce que ça l'aide, tu sais, parce qu'on est aimé, on est compris, on n'est pas toujours compris, mais on est aimé. Ouais, puis on n'est pas jugé, puis on va être accepté, mettons, dans cette façon-là, parce que, tu sais, l'entrepreneuriat, on devient comme une espèce de petite bébite, ce que nos familles disent, slack, t'en fais trop, puis là, tout le monde devient comme hyper protecteur, mais nous, on le sait où est-ce qu'on s'en va, puis... Mais tu sais, je pense que le choix de la personne, personnellement, peut impacter énormément. Puis à mon avis, c'est sous-estimé énormément. Puis ça devrait faire partie du plan d'affaires, littéralement. Puis des bonnes questions, puis des questions qui tuent, là, tu sais. Si on perd tout, puis que j'ai pris une mauvaise décision, tu sais, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre, là? Parce qu'on le fait ensemble ou on le fait pas ensemble, tu sais. Puis à mon avis, c'est sous-estimé énormément. Ça a un gros impact. Là, on va revenir un petit peu du côté de votre entreprise. Ouais. Pour votre entreprise, c'est quoi la vision que vous avez sur le long terme, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? C'est comment que vous voyez votre entreprise, en fait? En fait, la vision long terme, je suis en train de la définir en ce moment. On appelle ça un BIAG. Là, c'est comme mon gros rêve à moi. Là. Personnellement, moi, d'ici les prochaines années, j'aimerais atteindre le 500 employés. Fait qu'il me reste encore beaucoup de travail. C'est pas fini. Faire de l'acquisition. Donc, on veut éventuellement faire beaucoup plus d'acquisitions pour grandir le groupe, pour créer plus d'emplois. Okay. Puis, on va être reconnu. On est déjà bien reconnu, mais on va être reconnu officiellement au niveau du Québec comme un employeur de choix, puis inspirer même les autres entreprises comment être un employeur comme ça. Ça fait partie de nos plans. C'est ce qu'on est en train de faire. Il y a un autre petit point que je voulais soulever, parce que tantôt, j'ai regardé une des vidéos que vous faisiez. Puis, vous avez relevé un point quand même important concernant, comme on va dire, la profession en soi, puis le point de vue extérieur que les gens peuvent avoir justement sur ce métier-là. Puis c'est quelque chose qui, justement, ne touche pas juste votre métier. Parfois, on veut lancer quelque chose, puis on se dit, ouais, qu'est-ce que les gens vont penser? Je vais dire que je fais ça, comment ça va être vu et tout ça. Puis pour vous qui êtes là depuis peut-être plus de 10 ans déjà, je crois, comment est-ce que vous avez surmonté ça au début de ce titre de concierge ou quelque chose comme ça? Oui, en fait, c'est beaucoup de jugement au départ. Je me rappelle, ma première soirée d'affaires, j'étais arrivée à quelque part, puis moi, j'étais bien cool de montrer que j'avais une entreprise, puis que j'étais dans une soirée d'affaires, puis quelqu'un me dit, du ménage. Mm-hmm. Il est juste reparti, tu sais. J'étais une marde. Excusez. Encore une fois, je pense que dans la vie, on a toujours le choix. Okay? Puis ça, je l'ai répété, puis je vais le répéter encore, on a toujours le choix. Soit on reste une victime, soit on s'en sert. Puis moi, là, je remercie toutes les personnes qui m'ont jugée jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont créé un monstre. OK? On est le même rôle. Et je me suis dit, jugez-moi. Et jugez-moi encore. Parce qu'il y a 10 ans, j'ai dit que moi, mon modèle d'affaires, ça allait être basé sur la gestion du cœur. Ça n'existe pas, OK? C'est moi qui ai inventé ça. Puis j'ai dit, moi, ça va être la gestion du cœur. Bien, on a reçu des trophées régionalement et provincialement sur notre gestion du cœur. Félicitations. Fait que, tu sais, comme, allez chier, là, c'est ça le mot, là. Puis,
faut juste croire en soi. Quand on est convaincu de quelque chose, puis on le fait pour les bonnes raisons, puis on le sait qu'est-ce qu'on fait, nous, profondément, il va toujours avoir des gens qui vont nous juger, peu importe c'est quoi. Puis, tu sais, ils nous aident vraiment, là. Parce que moi, ils m'ont permis de me donner beaucoup d'énergie puis de pouvoir montrer. Parce que moi, je suis une grande consommatrice de propreté. J'aime ça propre, tu sais. Fait en ayant du mépris, puis en trouvant que ça vaut pas cher, puis en trouvant que ça vaut pas grand-chose, tout ce qu'ils font, c'est me nourrir à vouloir les gâter plus, puis prendre soin, puis de leur faire vivre à quel point que c'est agréable, tu sais. Fait que je souhaite que les gens me jugent encore. Je souhaite, parce que c'est comme ça que les choses avancent. Ça avance quand on met la conversation sur la table. Fait que ça me plaît. Honnêtement, pour moi, vous soulevez un point très important, comme vraiment avoir des convictions sur ce qu'on veut faire, puis aller jusqu'au bout des choses. Puis l'autre question que ça m'apporte, justement, c'est, vous parliez un petit peu de vos débuts. Aujourd'hui, Annick Lachance, avec 10 ans d'expérience en tant que PDG, à la jeune fille d'il y a 10 ans, c'est quoi les conseils que vous aurez donnés? Si on peut ressortir comme 5 conseils, c'est quoi? J'ai fait un post là-dessus, justement, aussi. J'ai mis une photo de moi toute petite, puis je me suis dit, qu'est-ce que je me dirais? Je pense que je me dirais de me faire plus confiance puis d'oser être moi plus tôt. J'ai pas été moi au départ à 100%. J'ai pas été quelqu'un d'autre, mais j'assumais pas à 100% parce que justement, quand j'entendais, ça marche pas de même. Puis là, les gens ils essayaient de m'aider en me donnant des conseils. Puis c'est correct, c'était bienveillant, mais les gens essayent de te dire fais ça parce que ça marche comme ça. Puis c'est cool, merci. Mais j'étais convaincue de ma façon, puis j'y croyais vraiment, puis j'avais envie de construire de même, puis je me laissais beaucoup teinter par les autres personnes. Fait que ça a fait que des fois, j'ai pris des décisions beaucoup plus tard que j'aurais pu faire avant, puis je savais déjà que je voulais faire ça, puis j'ai attendu parce que j'étais pas sûre, puis je me faisais pas tant confiance, puis ça me mettait toujours en doute. Fait que je me dirais comme, vas-y, puis le pire qui va arriver, c'est que tu vas avoir pris une mauvaise décision, puis tu vas faire autre chose, tu vas le faire différemment, tu vas te reprendre, puis tu vas l'avouer. Fait que, cette vulnérabilité-là, puis d'assumer aussi le principe d'erreur, parce qu'on a tellement peur de faire une erreur au départ. Moi, il y a 10 ans, j'avais vraiment peur de faire des erreurs. Je voulais pas faire d'erreurs, je voulais pas avoir l'air folle, je voulais pas que les gens disent « je te l'avais dit », je voulais pas, fait que cette peur-là de faire une erreur m'a beaucoup freinée dans mes débuts. Fait que je me dirais juste de comme continue puis enjoy, comme sois toi, amuse-toi. Ça peut pas mal aller quand quand tes intentions sont tellement bonnes, il peut jamais rien arriver de grave. Oh. Je me dirais ça. On en avait dit 5. Hein? On en avait dit 5, j'étais en train d'attendre, mais c'est correct. Donc, on retient que la confiance, vraiment, c'est un point important que vous auriez dit. Puis, il y a également autre chose, en tant que jeune, pour nous, quelquefois, on a un problème avec la discipline. Parce que lorsqu'on veut lancer quelque chose, être discipliné, c'est aussi un point assez important. Là, quand je parle, je me sens vraiment visé. Là, il y a Marc qui me regarde, je l'ai dit. Je suis le premier, j'assume. Mais c'est ça. Pour vous, est-ce que ça a été aussi un problème à vos débuts? Je pense pas que ça a été un problème pour moi, parce que je suis très forte sur les convictions. Puis mon père m'a toujours dit, tu as le résultat de tes efforts. Ouais. Puis, excuse. Puis il me répétait souvent, la discipline, c'est comme la définition, là, puis c'est comme la différence entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux vraiment. Fait que, quand je me lève le matin, c'est quoi je veux vraiment? Ben, je veux mon entreprise. Je veux mon succès. Je veux créer de l'emploi. Je veux faire un nouveau modèle. C'était clair qu'est-ce que je voulais faire. Fait que t'as pas le choix de te lever quand c'est clair. Mais si je me lève le matin, puis c'est sûr que le matin, je préfère être dans mon lit. Quand je me lève à 5 heures pour aller courir, c'est sûr que je préfère être dans mon lit. Tout le monde préfère ça. Mais c'est quoi tu veux vraiment? C'est quoi tu veux vraiment être? T'sais? Fait que c'est d'être capable d'aller regarder comme au bout, c'est quoi tu veux. Puis là, ben ça, tu dis, ce que je suis en train de faire, c'est-tu cohérent avec ce que je veux? Si la réponse, c'est non, ben fais-le, parce que tu vas avoir le résultat de tes efforts. Fait que c'est un choix personnel, la discipline. C'est noté. Oui, c'est plate, hein? Tu voulais pas que je réponde ça? Excuse. C'est pas grave. J'ai noté un petit conseil. Puis, ce que je voulais vous demander aussi, vu que vous êtes lancé quand même assez tôt, au début, c'était quoi? Est-ce que vous avez des ressources particulières? C'est vrai que c'était une entreprise un petit peu familiale, mais est-ce que vous êtes allé chercher des ressources ailleurs? Je parle sur le plan financier ou des affaires comme ça. Oui, bien, tu sais, c'était une entreprise familiale, mais tu sais, papa avait été travailleur autonome. Fait que moi, quand j'y arrivais, on embauche du monde, on fait ici, tu sais, c'était quand même pas dans son expertise à lui. Fait que oui, puis ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai vraiment bien fait, c'est que je suis allée
chercher beaucoup d'aide. J'ai toujours eu la force de dire, j'ai besoin d'aide, explique-moi, comment je peux faire ça, puis j'allais toujours envers les meilleurs. J'ai jamais eu la gêne, tu sais. Quand quelqu'un me disait, viens me voir si tu as des questions, bien, j'y allais, puis je le faisais, puis je la posais la question. Fait que ça m'a fait vraiment un beau réseau d'entraide rapidement. Évidemment, pas financier, parce que quand tu commences, les banques ne veulent pas t'aider, là, ça, vous allez le vivre. Mais c'est ça, fait que oui, faut vraiment s'entourer, puis ça fonctionne vraiment bien, puis je suggère à tout le monde, tu sais, faites-le. Moi, aujourd'hui, je vais vous le dire, là, tout le monde qui est là, OK? Si vous avez des questions, n'importe quoi, mon nom est marqué là, vous pouvez me trouver n'importe où, là, c'est vraiment facile. Super accessible, bien, faites-le, faites-le, allez la chercher, l'aide. Il y en a partout, là, partout. J'ai toujours eu des mentors, puis j'en ai encore aujourd'hui, je mentor des gens, beaucoup de partage puis d'entraide, c'est utile. À part ça aussi, je vais revenir un petit peu au niveau de votre entreprise, parce que jusqu'à présent, ça me tourne dans la tête. Puis, par rapport vraiment à la structure d'entreprise, quand vous parliez de structure inversée, est-ce qu'au niveau de vos employés, parce que la plupart du temps, dans des entreprises comme la vôtre, c'est parfois comme... c'est semi-autonome, on va dire. On structure l'employé, il fait ce qu'il fait, puis il est rémunéré. Mais à votre niveau, ça marche comment pour vos employés? Non. On est vraiment à jouer en équipe. Là, fait qu'il y a énormément de proximité avec nos gens. Je m'adresse à 100% des employés en direct à chaque semaine. Il y a une proximité vraiment qui est mise en place. Non, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'entraide, beaucoup de travaux d'équipe, fait qu'on n'est pas les gens sont autonomes dans leur travail au quotidien, mais il y a beaucoup de présence et d'entraide. OK, donc ils reçoivent un salaire, dans le fond. Oui. Ah, OK. Absolument. OK. Oui, c'est toutes des la chance gravette. Ah, OK. Ouais. C'est pas de la sous-traitance. OK. Tantôt aussi, j'ai regardé quelque chose d'intéressant. Une citation que vous aviez émise, c'était de Michelle Obama qui disait la véritable réussite, c'est pas l'argent qu'on génère, mais c'est vraiment l'impact qu'on a autour de nous. Ouais. Puis sur ce point-là, moi, je vais rebondir avec 2 questions. Premièrement, est-ce que vous direz que vous avez réussi, Annick? Puis si oui, c'est quoi l'impact justement que vous pensez avoir? C'est une bonne question, ça. T'es pas prête. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à vouloir accomplir. Fait que, je dirais pas que c'est une mission complètement accomplie parce que j'ai encore beaucoup d'ambition. Je suis encore jeune quand même. Plus vieille que vous, mais je suis encore jeune. Je pense que oui. Parce que je pense que quand je me couche, je suis fière. Je pense que c'est un peu ça. Le succès, c'est d'être bien dans ce que tu fais puis d'être tellement aligné, puis c'est ce que je suis. Là. Je suis vraiment bien. Je suis bien parce que je fais du bien. Je fais du bien pour tellement de gens. Puis moi, quand je me couche ce soir, j'ai l'impression que chaque petite chose que je vais avoir faite va avoir eu un impact. Fait que je dirais que, oui, d'une certaine façon, au quotidien, mais j'ai encore plein de choses à vouloir accomplir quand même. Donc là, concrètement, vous me dites que vous avez réussi. Oui. C'était une longue réponse. Un beau grand détour. Parfait. Puis, je vais revenir un petit peu aussi sur le point au niveau de la diversité culturelle que vous avez en entreprise. Est-ce que quelquefois, cette diversité-là, sur le plan concret, par exemple, ça vous a apporté des couacs entre peut-être collègues ou quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous donner comme un exemple, une anecdote ou quelque chose comme ça? Oui, je peux te nommer ça que j'ai dit tantôt, justement. C'est ça. Oui puis non, parce que ça dépend comment tu le vois. T'sais. Mais oui, il nous est arrivé une situation où on a une femme superviseure qui est allée rencontrer un employé pour pouvoir travailler sa technique de travail. Puis l'employé, le lendemain, nous a envoyé un message pour dire, écoutez, je suis mal à l'aise, la superviseure me fait des avances, etc. Fait que là, on a dit, ben voyons, c'est pas son genre. Fait que là, on a questionné. Puis finalement, on a fait venir les gens, puis on a dit, parlez-nous, expliquez-nous. Pourquoi tu t'es senti comme ça? Fait qu'il faut questionner. Fait que je dirais pas conflit, parce que conflit, ça prend... Ouais, il y a un problème quand même, mais c'est pas un conflit, c'est plus une discussion. Puis finalement, on a compris que culturellement, cette personne-là, quand une femme célibataire, elle est quand même particulièrement jeune, te regarde dans les yeux comme fixement, c'est un appel à être convoité. Puis finalement, puis la personne a dit, mon Dieu, c'est tellement pas mon... Comment on peut, tu sais... Fait que je pense que ça l'amène des discussions plus que des conflits, mais oui, ça l'a apporté à quelques reprises des discussions, ce qu'on devait avoir courageusement, mais il faut les avoir, ces discussions-là, parce que les éviter, ça règle absolument rien. Puis personne ne se sent bien, là, jamais, si on évite la conversation. Donc, il faut juste dire, hey, je sais pas quoi faire, peux-tu m'aider? Donc, ça marche bien comme ça. Honnêtement, Annick, c'était
moi, je tenais justement à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Il y a beaucoup de points à retenir sur la discipline. Je me suis senti pas mal visible, mais c'est correct. Oui, c'est bon. C'est correct, là, c'est ça. Pardonne-moi. Donc, non, c'est tout à fait, vous aviez tout à fait raison, Annick. Donc, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous. Ah, oui, j'oubliais quelque chose. Des questions? Oui. Oui, papa, maman travaillent encore. C'est bon ça. Gérer ses parents, c'est relativement facile parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui sont beaucoup dans la bienveillance. Ils ont compris à un moment donné qu'ils ne pouvaient plus me donner de conseils. Parce que là, c'était beaucoup trop gros pour eux. Mais ce que je trouve beau, c'est que, tu sais, moi, tous les jours, mes parents, ils passent, puis ils cognent à ma porte, puis ils me disent « Je t'aime, je suis fière de toi ». Puis ça, peu importe l'âge qu'on a, je pense que ça fait toujours du bien à tout le monde, même si ça se dit mal, là, mais je l'assume. Là, mais... Fait que, tu sais, il y a beaucoup de bienveillance au travers de tout ça. Puis il faut, encore une fois, tu sais, pas prendre les choses personnellement. Puis, tu sais, des fois, ils essayent de m'aider à leur façon, fait que je comprends. Puis à l'inverse, des fois... Fait que je pense, encore une fois, c'est pas du conflit que ça l'amène, mais beaucoup de discussions courageuses d'aller valider les perceptions, parce que tout est question de perception tout le temps. Mais pour moi, c'est une belle réussite de travailler avec mes parents, donc ça va bien. Oui. Oui. Peut-être un jour. Oui, ça fait partie de la liste. Puis, tu sais, je vais juste vous défiler. Je sais qu'on n'a plus de temps, mais j'aimerais ça vous défiler quelques petites photos, juste comme, parce que je trouve ça important qu'est-ce que je vous ai sorti, parce qu'il y a comme 2-3 messages que je trouve importants dans qu'est-ce que je vous ai partagé. Puis, ça commence vraiment au début, parce que des fois, on a l'impression, ça a l'air facile, ça a l'air, mais tu sais, je commence où quand que je débute? Fait que faut commencer là. Puis, il y a un aspect qu'on n'a pas parlé, puis qui est important pour moi, parce que je suis maman aussi. Fait que j'ai fait mes bébés en faisant mon entreprise. Mais je vais juste vous montrer rapidement. OK? Ça, c'est ma première photo de business. Alors, j'étais dans un appartement avec un petit bureau qu'on avait aménagé dans un 4,5. OK? Fait que juste avant de dire, moi, je peux-tu démarrer, qu'est-ce que ça prend? J'avais 5 $ dans un compte de banque que j'ai pris sur une carte de crédit. Puis ça, c'est mon premier bureau. OK? Fait que tout est possible. Il suffit juste d'avoir du cœur. Alors, c'est le même bureau pris sous un nouvel angle parce qu'on avait, écoute, cleané ça. C'est beau, hein? C'est gênant, là. Je me vends vraiment avec beaucoup d'authenticité. Oui, quand même. Moi, mais je trouve un peu que c'est le bordel, en tout cas. Bref, nos premiers logos qu'on avait à l'époque, donc une petite évolution. Ça, c'est mon deuxième bureau. On avait évolué, j'avais acheté une maison. Fait que là, mon bureau était là, puis j'avais une adjointe maintenant pour être capable de préparer les soumissions, d'avoir 2 bureaux. C'était dans ma chambre, OK? Fait que là, j'engageais des gens, ils voulaient qu'ils viennent dans ma chambre passer une entrevue. Ça n'a pas de bon sens. Mais oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il faut commencer à quelque part, puis les sous au début sont super importants. Puis il ne faut pas vouloir être le big shot en partant. Il faut juste être, à mon avis, puis tout ce que je vous dis, c'est selon moi, là, OK? C'est pas la science infuse, c'est mon expérience. Mais à mon avis, à moi, quand on démarre, il faut juste être authentique, il faut être honnête, puis les clients, ils acceptent ça. Il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre puis être hot. Fait que ça, c'est mon deuxième bureau. Et ça, c'est la vraie vie, parce que la vraie vie, j'ai fait mes bébés. Fait que c'est important pour moi qu'on les voit dans ce petit tour-là. Donc, toujours dans ma chambre, mais en s'occupant de bébés, parce que j'ai pas eu droit à aucun congé maternité. J'ai 2 enfants, donc ça fait partie des sacrifices. Donc, voilà. Beaucoup de petits travail avec la robe de chambre en arrière puis tout, là. C'est super chic. Papa et moi, à nos départs, que c'était super chic. L'importance d'avoir du plaisir. Ça, c'est mon 3e bureau, évolution. On est bien cons. C'était le bordel. J'amenais ma fille. Ça, c'est maman. Maman, c'était le bordel. On avait genre un entrepôt avec tout le stock, puis c'était à l'envers. Fait que des fois, il faut assumer que c'est pas parfait parce que, tu sais, tu feras rien si tu attends que tout soit parfait. Il faut juste que tu avances puis que tu continues, tu sais. Fait que c'est ça. C'est beau, hein? Le bébé sur le... Ouais, voilà. Donc, c'est possible, mais toujours d'avoir du plaisir. Donc, ça, c'est mon époux qui a lâché son travail. Lui, a fait toute son université puis tout, puis il a lâché son travail pour venir faire du ménage avec sa blonde. Oui, c'est ça. Fait que les poulettes, avec encore une fois mon époux au travail. Donc, tu sais, pas hésiter. Quand je parlais de gestion du cœur, c'est beau les parents, mais j'ai aussi les enfants qui font partie de ça. Un jour, ça vous arrivera. Et ça, j'ai trouvé ça le fun de la mettre parce qu'elle est terrible, cette photo-là. Parce que moi, je m'en rappelle, là, j'allais dire un pas beau mot. J'étais très fatiguée. Genre, le plus fatiguée que je pouvais être, ça avait plus de sens. Là, genre, pas dormir, stressée, pas bien. Puis j'ai toujours gardé cette photo-là pour me rappeler que c'était pas un bel état mental que j'avais à ce moment-là. Fait que je la garde puis je vous la partage parce qu'on est des humains puis qu'il n'y a rien de parfait.
Et ça, c'est notre chien, avec les avancées qui commençaient. Puis quand je vous disais de croire en vous, c'est quand j'ai parti, puis j'ai dit que moi, j'allais faire la gestion du cœur, avec un modèle d'affaires qui n'avait jamais été vu. Bien, j'ai commencé à recevoir des nominations, à faire les magazines, à être reconnue partout au travers le Québec, à gagner des trophées, à faire partie des articles. À chaque année, on fait la presse, le quotidien. Là. Ah, une petite poulette au travers. Parce que c'est ça se glisse toujours au travers le succès, ces petites faces-là. J'ai été reconnue avec Evol à Montréal comme une des leaders qui a le plus d'impact sur la communauté. Donc, on était 20 dirigé par Daniel Henkel. Donc, et plein d'autres succès. Leader de demain ça c'est au Québec, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Québec. C'était le congrès de leadership féminin, donc qui est la personnalité à surveiller pour les prochaines années au niveau du leadership féminin. Encore une fois, ça, c'est Femmes de l'affaire de l'année, les podcasts, les remises de fonds, parce qu'on donne énormément à la communauté. Donc, tu sais, comme communiquer, parler, donner vos trucs. Tu sais, souvent, on pense, tu sais, puis là, je sais que j'ai des gens qui se lancent, il y a des belles demoiselles ici qui se lancent en entretien. Partager. Tu sais, des fois, on se dit, c'est de la compétition, puis on se retient. Ben non, ayez juste le cœur grand, ça va apporter juste des opportunités. Fait que c'est ça, Toronto, on s'en va à Vegas. Ça, c'est Indira, je ne sais pas si vous la connaissez, cette femme-là. C'est une femme d'affaires très connue au Québec. Elle a gagné le prix PDG de l'année au travers tout le Québec. C'est une bonne amie à moi. Donc, inspirez-vous, parlez aux gens. Moi, quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, oh mon Dieu, elle est vraiment cool, j'aimais ce qu'elle faisait. Puis je l'ai appelée, j'ai envoyé un message, j'ai dit, j'aimerais ça qu'on se parle. T'sais. Fait que allez-y, faites-le, allez les voir, osez. T'sais. Fait qu'Indira, maintenant, est une bonne amie à moi. Reçu des trophées, encore une fois, un petit peu partout. Ça, c'est tout au travers le Québec. Ça, c'est à Montréal, avec les Mercuriales. Donc, tu sais, soyez fiers. Puis, il n'est jamais trop tard aussi. Moi, je suis allée chercher mon diplôme, finalement, j'avais au-dessus de 30 ans. Fait que, soyez patients. Les robots, évidemment, comme je parlais tantôt. Donc, investissez, croyez en vous. Ça, c'est un partenariat avec une entreprise de Québec, justement, avec laquelle on travaille. Donc, ça, c'est maintenant nos bureaux actuellement qui sont très différents du premier. Puis, tout ça, c'est juste en 10 ans avec 2 bébés qui se sont créés. Donc, c'est chez nous maintenant. Voilà. C'était le petit partage que je voulais vous faire pour faire un petit de belles photos. Historique. Donc, Annick, aujourd'hui, vous nous avez fait cadeau de votre temps. Nous aussi, on a un petit cadeau pour vous. C'est Valentina qui va vous le donner. Ah, merci. Mais tu sais, le cadeau, là, c'est quand on vient puis qu'on parle à voix haute, ça nous fait se rappeler justement, tu sais, d'où ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on a accompli, où est-ce qu'on s'en va, puis ça fait vraiment évoluer, tu sais. Fait que vous m'avez fait évoluer aujourd'hui en posant les questions, fait que je l'apprécie. Tu sais, je sais que le temps est terminé, mais tu sais, allez m'ajouter LinkedIn, Facebook, peu importe, TikTok. J'ai pas Insta parce que, en tout cas, c'est une autre histoire. Mais venez, tu sais, puis si vous voulez me jaser ou quoi que ce soit, faites-le, tu sais, faites-le parce que, bon, ben vous avez le résultat de vos actions, ouais, de vos efforts. Fait que ça me fait plaisir vraiment là, à tous. Là, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez rester, là, j'ai encore du temps là, pour vous. Merci à vous, Annick. Merci d'être là. Je vais vous aider.